Bonjour à tous. Mon nom est Malena Archimedes-Charles. Je suis professeure adjointe au département de psychoéducation à l'Université de Sherbrooke. Donc, aujourd'hui, je suis ici pour vous présenter une courte présentation sur l'action du programme Prevent Teach Reinforce sur le sentiment d'autocompétence et le burn-out des enseignants, une proposition de modèle théorique. Vous remarquerez que la présentation devait être donnée par mon étudiante à la maîtrise, Marie Gagné, que je supervise avec la professeure Déborah Hummel. Malheureusement, elle a un empêchement dû à une condition de santé, alors c'est moi qui fais la présentation. Par contre, je tiens vraiment à dire que toutes les idées qui sont présentées aujourd'hui viennent vraiment du travail que Marie a fait dans sa maîtrise. Et pour les données futures et même pour les questions, là, il va falloir s'adresser à elle puisque c'est elle l'experte là, de ce sujet-là. Donc, au niveau du plan de la présentation, je vais premièrement vous expliquer un peu qu'est-ce qui nous a mené à décider de travailler sur le sentiment d'autocompétence et le sentiment de burn-out chez les enseignants, en conjointement avec le Prevent Teach Reinforce. Et ensuite, vous présenter plus sur quelle définition des comportements problématiques on se base dans le projet de recherche sur lequel Marie travaille. Et les conséquences de ces comportements problématiques-là, autant chez les enfants que chez les enseignants. Donc, ici, vous voyez, bon, pour les enfants, on parle plutôt du parcours scolaire et de la socialisation. Par contre, pour les enseignants, on parle vraiment d'un effet sur le sentiment d'autocompétence et d'épuisement professionnel. Et c'est là-dessus qu'on vient mettre l'emphase là, sur le projet, dans ce projet de recherche de Marie pour sa maîtrise. Et donc, on présente le Prevent Teach Reinforce, le programme duquel vous avez eu des informations un peu avant dans des présentations précédentes, pour voir si ça pourrait être une solution potentielle pour justement améliorer le sentiment d'autocompétence chez les enseignants et ensuite leur sentiment d'épuisement professionnel. Donc, comme mentionné, avant de vous parler plus précisément des comportements problématiques, je voulais vous mettre en contexte un peu de pourquoi on a pensé à cette question de recherche pour le projet de maîtrise de Marie. En fait, vraiment le lien qu'on a fait entre la santé mentale des personnes qui côtoient les enfants qui ont un TSA, qui émettent un comportement problématique ou plusieurs, date d'il y a déjà quelques années. Donc, quand j'ai fait mes travaux de thèse doctorale, j'implantais le programme Prevent Teach Reinforce auprès de familles à domicile, auprès de parents donc qui ont des enfants qui ont un TSA et qui émettaient des comportements problématiques à la maison. On vérifiait donc si le programme Prevent Teach Reinforce avait des effets sur les comportements problématiques des enfants, mais on voulait aussi aller évaluer si le programme avait un effet indirect sur le stress parental vécu. Donc, la littérature nous disait que plus on capacite, plus on donne des armes, des outils aux parents pour intervenir en situation de comportement problématique, plus ils se sentent compétents et plus ils sont, leur sentiment d'épuisement ou leur sentiment de stress parental vécu est diminué. Et c'est effectivement ce qu'on a vu dans les résultats de la recherche de ma thèse, c'est que même si le Prevent Teach Reinforce n'a pas d'objectif précis sur le stress parental, on voyait qu'il y avait une diminution significative du stress parental des parents qui avaient suivi le programme pendant 3 mois. Et ce stress-là, en plus, ce niveau plus bas de stress était maintenu 3 mois plus tard. Donc, comme vous savez, le PTR peut être implanté autant en milieu scolaire qu'en milieu de garde, qu'en milieu familial. Alors, c'est pour ça que
Dans une nouvelle recherche que je mène en ce moment en milieu scolaire, on s'est posé la question si on a pu le voir à la maison, chez les parents, au niveau du stress parental, est-ce que le PTR pourrait aussi avoir un impact sur le sentiment d'autocompétence et d'épuisement professionnel? Et c'est précisément là-dessus que Marie va travailler pour sa maîtrise. Donc, un rappel, les comportements problématiques chez les enfants ayant un TSA, on parle de, selon les études, entre 60 et 94 des enfants qui ont un TSA qui présentent des comportements problématiques. Et en fait, le TSA serait un facteur de risque, un des facteurs de risque principaux là, pour présenter des comportements problématiques, particulièrement à cause des difficultés de communication. C'est vraiment ça qui fait en sorte que la prévalence est si élevée. Donc, on voit 4 types de comportements problématiques chez cette clientèle-là. Des comportements d'automutilation comme se mordre, se cogner la tête, des comportements stéréotypés comme l'écolalie, balancement du corps, des comportements d'agressivité comme frapper, étrangler, mordre les autres, ou des comportements perturbateurs ou destructeurs comme faire des crises de colère ou jeter des objets. Bien sûr, le fait d'émettre des comportements problématiques chez ces enfants-là va avoir des conséquences chez celui-ci. Donc, particulièrement, ça va diminuer la qualité des relations entre l'enfant et sa famille, mais aussi entre l'enfant et les personnes qui s'occupent de l'enfant, par exemple en milieu de garde ou en milieu scolaire. Ça va aussi augmenter l'isolement social de l'enfant parce que souvent, on ne pourra pas garder l'enfant dans un groupe régulier. Il va falloir lui offrir des services plus en un pour un, ce qui veut dire que l'enfant aura moins d'interaction avec les autres enfants. Et finalement, mais ça augmente le risque de présenter des faibles résultats académiques et des relations conflictuelles avec les enseignants parce que pendant que l'enfant est isolé à cause des comportements problématiques, il ne peut pas suivre les enseignements réguliers. Et comme on va le voir tout de suite après dans la prochaine diapositive, mais le fait d'émettre des comportements problématiques finit par user l'enseignant et ça crée des relations conflictuelles entre l'enfant et l'enseignant. Donc, plus précisément, chez les enseignants, ce qu'on voit, c'est que les relations deviennent de plus en plus distales, avec une moindre bonne qualité et plus de conflits. On voit aussi que le fait de vivre au quotidien avec des comportements problématiques chez ses élèves fait en sorte que l'enseignant va développer un niveau élevé de stress lié au travail et donc d'épuisement professionnel chez l'enseignant. Ce qui amène l'enseignant à vivre des difficultés sur le plan de la santé mentale, donc on parle ici de burn-out, notamment en influençant son sentiment d'autocompétence. Donc, l'enseignant ne se sent pas compétent dans la gestion des comportements problématiques et ça le mène, plus souvent qu'autrement, vers des difficultés au niveau de la santé mentale. Quand on parle du sentiment d'autocompétence, on fait vraiment référence à la croyance que l'individu a sur ses propres capacités à produire un comportement requis pour atteindre un résultat donné. Donc ici, dans le cas scolaire, c'est la croyance de l'enseignant en ses propres capacités par son enseignement, par son accompagnement à produire des résultats pédagogiques souhaités chez l'enfant. Il y a 4 sources qui influencent le sentiment d'autocompétence selon la littérature. Donc, premièrement, on retrouve les performances passées. Ça, en fait, c'est comment on interprète les expériences qui se sont déjà déroulées. Donc, pour faire progresser l'élève, l'enseignant va interpréter ses façons positives et si il interprète ses efforts de façon positive, ça va augmenter le sentiment d'autocompétence. Donc, si dans ses performances passées, il a déjà vécu des succès, mais il va se croire, il va se percevoir comme étant plus autocompétent à gérer les difficultés futures.
Il y a aussi la notion d'expérience vicariante, qui est en fait l'expérience acquise en observant les réussites et les échecs de ses collègues. Donc, par exemple, plus on observe un collègue qui réussit à gérer un comportement problématique d'un de ses élèves, mais plus on a confiance en sa propre compétence à gérer les comportements, quand nous-mêmes on va être dans une situation semblable. Ensuite, une autre des sources du sentiment d'autocompétence, c'est la persuasion verbale. Donc, c'est toute la sphère de rétroaction de l'entourage sur ses performances. Donc, vous comprendrez que ça prend de l'entourage et ça prend un entourage qui est capable de faire des retours positifs envers son collègue. Tu as bien géré la situation ou même les autres élèves de la classe qui pourraient faire ce genre de rétroaction à l'enseignant. Et ça augmente le sentiment d'autocompétence. Finalement, dans les sources qui influencent le sentiment d'autocompétence, ben, il y a les signaux émotionnels. Donc, comment est-ce que l'enseignant se sent face à ses performances? Si l'enseignant est motivé, puis il ressent un élan d'énergie, il va se sentir plus compétent pour atteindre son but, qui est la gestion des comportements, par exemple, quand l'enfant émet des comportements problématiques. Au niveau du sentiment d'épuisement professionnel ou de burn-out, on fait plutôt appel à trois différentes dimensions. Premièrement, on a vraiment l'épuisement professionnel qui est défini comme l'absence de ressources émotionnelles ou physiques disponibles pour répondre aux exigences de son travail. Par exemple, un enseignant pourrait se sentir émotionnellement vidé par son travail. Et c'est ce qu'on appelle de l'épuisement émotionnel. Ensuite, on a le sentiment de dépersonnalisation. C'est vraiment quand on est rendu à un stade où on est détaché. On a des attitudes de détachement et négatives par rapport à son entourage professionnel. Par exemple, un enseignant pourrait devenir insensible aux difficultés rencontrées par l'un de ses élèves ou par ses élèves. Et c'est cette attitude de détachement-là qui fait en sorte que en fait, il est plus disponible pour vraiment voir les difficultés que l'élève, rencontre. Et finalement, donc, l'autre la dimension du sentiment d'épuisement professionnel, c'est le manque d'accomplissement personnel. Donc, on voit que, l'enseignant va dénigrer, va sous-évaluer ses capacités à gérer les comportements des élèves, mais aussi ses réussites au travail. Donc, exemple, l'enseignant serait capable d'intervenir avec ses élèves, mais il pourrait minimiser son influence sur les progrès académiques. Il a fait des efforts, l'élève va bien, mais l'enseignant est tellement biaisé dans sa façon de percevoir la situation qu'il va dire, mais c'est de la faute à quelque chose d'autre, ce n'est pas mon action qui a favorisé ces progrès académiques-là sur les élèves. Donc, vous voyez qu'il peut avoir une certaine relation entre le sentiment d'autocompétence et le sentiment d'épuisement ou de burn-out professionnel. Si on prend une situation, par exemple, où l'élève présente des comportements problématiques, donc cette situation-là demande une certaine adaptation, hein, chez l'enseignant. Premièrement, l'enseignant va avoir une certaine perception de la situation qui peut être positive ou négative. Selon l'évaluation de l'enseignant de cette perception-là, il va faire le choix d'une stratégie d'intervention. Et ce choix de stratégie d'intervention va amener une réussite ou un échec, mais va aussi amener un certain changement au niveau de la santé mentale de l'enseignant. Prenons un exemple concret où la situation qui demande une adaptation est perçue comme une perte ou une menace. Donc, disons que l'enseignant est dans une classe et il fait face à un enfant qui a un comportement problématique. Et le comportement problématique, par exemple de frapper, est perçu par l'enseignant comme étant une perte ou une menace. Alors, au niveau du choix de la stratégie d'information, l'enseignant pourrait en fait ne rien faire, mais vivre des émotions très négatives.
lors de l'émission de ce comportement problématique-là du jeune. Mais plus ça va et plus il vit des émotions négatives face à ce comportement-là qui est perçu comme une perte ou une menace, plus ça va mener vers un épuisement professionnel de cet enseignant. Si à l'inverse, la même situation de comportement problématique de l'élève est perçue comme un défi que l'enseignant est capable de surmonter, mais son choix de stratégie d'intervention va plutôt être axé sur la résolution de problèmes. Et comme cette stratégie-là, elle est validée et qu'elle résulte habituellement en une diminution des comportements des enfants, mais à ce moment-là, ça va avoir un impact sur la santé mentale de l'enseignant et ça résulte habituellement dans une santé mentale qui est plus positive, donc qui ne mène pas à l'épuisement professionnel. Ce qui est intéressant, c'est le mécanisme, en fait, qui fait qu'on choisit soit de percevoir une situation comme une perte ou une menace ou un défi. Et en fait, c'est vraiment le sentiment d'autocompétence qui va apporter ce changement-là. Donc, si on a un bon sentiment de compétence, on va voir le problème, le comportement problématique comme un défi qu'on est capable de surmonter. Mais si notre sentiment d'autocompétence est faible, on va voir plutôt le comportement problématique comme une perte ou une menace. Tout ça nous mène vers la réflexion que le PTR, le programme Prevent It Reinforce, que je vous ai présenté dans une présentation plus tôt, pourrait améliorer le sentiment d'auto-efficacité et ainsi diminuer l'épuisement professionnel. Donc, c'était une hypothèse qu'on avait, mais là, il fallait vérifier si dans la théorie, ça se concrétisait. Donc, ce que Marie a fait, c'est qu'elle est allée voir ce serait quoi les mécanismes ou les modèles d'action potentiels pour du PTR qui feraient en sorte qu'on arriverait à améliorer le sentiment d'auto-efficacité et ensuite de diminuer l'épuisement professionnel chez les enseignants. Je vous rappelle qu'au départ, c'est parti d'une supposition, hein? Tout ce travail-là, c'est parti d'une transposition des effets du PTR sur le stress parental des parents et on a proposé de mesurer ça dans le PTR, mais c'est vraiment avec le projet de recherche qu'on va voir si ce modèle-là est validé. Ce qui est intéressant, c'est que ce modèle-là, on l'a trouvé nulle part, en fait. Et quand Marie est arrivée avec cette proposition, ben, je lui ai dit: «Wow!» avec, conjointement avec, Déborah qui est, ma collègue qui suit Marie dans sa maîtrise aussi. On s'est dit: «Là, tu tiens quelque chose, tu tiens un modèle théorique qu'il va falloir aller prouver plus tard». Donc voici ce que ça donne comme, mécanisme potentiel d'action. Puis on dit potentiel parce que bien sûr, il faut aller le vérifier. Donc, on sait que l'utilisation de stratégies de coping efficaces face à des comportements problématiques va améliorer le sentiment d'auto-efficacité pour les enseignants. Donc, un enseignant qui a des stratégies qui lui permettent de bien gérer ses émotions suite à un comportement problématique, par exemple. On a vu aussi le soutien de l'équipe va y être pour beaucoup. Une équipe qui renforce les bons coups des enseignants, une équipe qui émet des commentaires positifs sur les efforts faits par l'enseignant vont avoir une influence sur le sentiment d'auto-efficacité. Une autre chose qui est très importante pour améliorer le sentiment d'auto-efficacité, c'est le fait d'adhérer à une philosophie d'intervention. Et ensuite, une philosophie d'intervention qui soit validée scientifiquement. Donc, on va voir avec le PTR, c'est le cas. Et finalement, la dernière composante du mécanisme qui est nécessaire, c'est vraiment de recevoir de la formation ou d'avoir un entraînement sur les interventions en lien avec le TSA, mais aussi les evidence-based practice, donc les meilleures pratiques. Quand on a ce genre de formation-là, on se retrouve à améliorer le sentiment d'auto-efficacité chez les
enseignants et ensuite de diminuer l'épuisement professionnel. Alors, quand on regarde les composantes du Preventive Reinforce, MAGI, on se rend compte qu'on retrouve ces 4 mécanismes-là. Donc, le programme PTR prévoit une recherche de solutions concrètes aux comportements problématiques et c'est une stratégie qui est vraiment axée sur la résolution de problèmes. On essaye de comprendre qu'est-ce qui provoque le comportement problématique, qu'est-ce qu'on peut enseigner comme comportement de remplacement et comment on peut renforcer ces nouveaux comportements de remplacement. Ensuite, bien, comme on vous l'a mentionné aussi dans la présentation antérieure, le PTR est vraiment basé sur un travail en collaboration avec les membres de la direction, avec les éducateurs, avec les autres membres professionnels de l'école, comme les psychoéducateurs, le psychologue. Tout le monde reçoit le même coaching, tout le monde reçoit aussi de la rétroaction et on se sert de cette rétroaction-là pour faire comprendre à l'enseignant que c'est grâce à ces efforts que les comportements problématiques diminuent. Donc, ça devient vraiment un mécanisme de soutien pour l'équipe. Le modèle du Preventive Reinforce est basé sur une philosophie d'intervention, bien sûr, sur le soutien au comportement positif qui, lui, est basé sur l'analyse appliquée du comportement. Donc, ça nous amène vraiment à un entraînement dans lequel on coach les enseignants, on coach les éducateurs sur des stratégies d'intervention vraiment en lien avec l'analyse appliquée du comportement, le soutien au comportement positif et c'est de l'entraînement actif. Donc, on ne reste pas juste dans le théorique. Alors là, on comprend en fait comment le PTR pourrait avoir un effet sur l'amélioration du sentiment d'auto-efficacité. C'est pas juste un effet qui se produit par magie, là. C'est vraiment qu'on est en train d'agir directement sur les mécanismes qui opèrent un changement dans le sentiment d'auto-efficacité des enseignants et ensuite sur l'épuisement professionnel. Donc, je vous parle du projet de recherche sur lequel on va valider ou on va essayer de valider ce modèle d'action du PTR. Voici un peu plus d'informations dessus. Donc, c'est un projet de recherche que je mène sur 3 ans, un projet financé par le Fonds de recherche québécois Société et Culture, donc FRQSC. Et c'est d'un montant de 45 000 sur 3 ans. Ce que le projet vise, c'est d'évaluer les effets du PTR sur les comportements problématiques en milieu scolaire, tels que vécus par des enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme ou une déficience intellectuelle en milieu primaire ou secondaire. Au total, on vise à travailler avec 32 diades sur 3 ans, mais bien sûr, en ce moment, on vit tous avec la COVID et les impacts que ça a. Donc, le projet devait commencer en septembre dernier, septembre 2020. Il y a eu des délais. Finalement, ça a commencé en janvier 2021, mais encore, c'est assez au ralenti. Là, on a réussi en ce moment à avoir 6 enfants en cours de traitement. Mais bon, vous savez, avec la réalité actuelle, il y a des enfants qui doivent quitter pour des isolements préventifs, des enfants qui ont des symptômes. Donc, ça ajoute une certaine complexité à la mise en œuvre de ce projet-là. Mais on a bon espoir qu'avec la nouvelle année scolaire qui va commencer en septembre, on va pouvoir avoir un plus grand nombre de participants. Donc, ce qu'on va aller vérifier avec ce projet, bien sûr, on veut voir si, premièrement, le programme Preventive Reinforce, lorsqu'implanté en milieu scolaire spécialisé, est-ce qu'il diminue les comportements problématiques des enfants qui ont un TSA et qui présentent des comportements problématiques? Et est-ce qu'il augmente les comportements adaptatifs de ces enfants-là? En plus de ça, ce qu'on vise, c'est aussi à voir si
le PTR agit sur les dimensions qu'on vous a présentées du sentiment d'auto-efficacité qui, lui, agit sur l'épuisement professionnel. Donc, on a en fait un outil qui mesure le sentiment d'auto-efficacité. On le mesure avant de commencer le Preventage Reinforce, on le mesure après les 3 mois d'implantation et on le mesure 3 mois plus tard, voir s'il y a un changement ou un maintien. Et on fait la même chose pour l'épuisement professionnel. Suite à cette évaluation-là, voir si on réussit à avoir une influence comme on l'a vu chez les parents, on va être capable de voir avec les différentes dimensions du sentiment d'auto-efficacité si le programme a un impact sur l'une ou l'autre des dimensions de façon plus poussée. Et même chose pour le sentiment d'épuisement professionnel. Donc, j'ai l'impression de vous laisser un peu sur votre faim là, parce que j'ai pas de résultats encore, à vous présenter. Mais, soyez assurés que d'ici 1 an ou 2, en fait, quand le projet va être, plus avancé, mais Marie et moi et Déborah, on vous retrouvera dans un autre congrès, peut-être à l'ACFAS ou, ailleurs, pour vous présenter les résultats de ce beau projet de recherche. Et si, en fait, on a des résultats significatifs, ça serait vraiment, une grande avancée parce qu'on se rappelle, bon, le PTR n'a pas, d'objectif précis en lien avec l'épuisement professionnel et l'auto-efficacité. Alors, ce serait comme des effets collatéraux du programme qui sont non négligeables, hein, quand même. Donc, on a très hâte de pouvoir, hem, poursuivre le projet, mais aussi de pouvoir vous présenter, dans le futur, les résultats qui, espérons-le, seront encourageants. Donc, je vous remercie pour votre attention. Au plaisir de vous voir, en personne, très bientôt pour, toute question concernant, cette présentation, mais aussi sur la présentation sur le PTR que j'ai fait un peu avant. Vous pouvez m'envoyer un courriel et vous avez aussi, hem, les coordonnées pour aller voir, mon profil professionnel, au GRIS, qui est le groupe de recherche et d'intervention sur les adaptations sociales de l'enfance à l'Université de Sherbrooke et finalement sur le site de, l'université. Alors prenez soin de vous et au plaisir.